Paris, arrêt de bus près du Trocadéro. La neige tombait comme elle n'était pas tombée depuis 20 ans, transformant la capitale en théâtre de contrastes où luxe et misère se confondaient sous le même manteau blanc. Camille Dubois, 7 ans, fille de l'entrepreneur Antoine Dubois pesant 200 millions d'euros, échappa à sa gouvernante pour s'approcher d'une silhouette recroquevillée sous l'abribus. Marie Lefebvre, 24 ans, tremblait pieds nus et gonflée dans le gel, serrant un sac en papier comme dernière possession au monde. L'enfant lui tendit son déjeuner en prononçant des mots qui bouleverseraient 2 destins. « Tu as besoin d'une maison, et moi, j'ai besoin d'une maman. Papa a plein de chambres vides et le cœur encore plus vide. » Antoine, témoin de la scène, vit dans les yeux de cette sans-abri non pas du désespoir, mais une dignité brisée. Ce qu'il découvrit ensuite, une brillante médecin détruite par un système corrompu, changerait non seulement 3 vies, mais ébranlerait tout le 16e arrondissement. La tempête de neige exceptionnelle avait transformé Paris en tableau surréaliste où les frontières sociales semblaient se dissoudre sous le blanc uniforme. Antoine Dubois venait de récupérer Camille à l'école internationale de Passy quand survint l'imprévu qui réécrirait leur destin. L'enfant, avec cette détermination qu'elle avait héritée de sa mère défunte, échappa à l'emprise de la gouvernante et courut vers l'arrêt de bus. Ce n'était pas le transport en commun qui l'attirait, mais une figure humaine réduite à l'essentiel par la souffrance. Marie Lefebvre représentait l'échec d'une société entière, 24 ans, diplômée de médecine avec les félicitations du jury à la Sorbonne 6 mois auparavant, maintenant réduite à trembler pieds nus dans la neige. Les pieds nus et gonflés de Marie émergeaient d'une jupe usée. Le manteau autrefois élégant était déchiré et insuffisant. Le sac en papier marron qu'elle serrait contenait le dernier vestige d'une vie antérieure. Son diplôme, désormais parchemin inutile. Camille s'arrêta devant elle avec le naturel désarmant de l'innocence, ouvrit son cartable Hermès et déposa le déjeuner gastronomique à côté de la femme. Les yeux des deux se rencontrèrent dans un moment de reconnaissance profonde. Camille vit au-delà de la misère extérieure. Marie vit dans les yeux bleus de l'enfant ceux de sa propre sœur morte des années plus tôt. Les paroles de l'enfant résonnèrent dans l'air glacé avec la force d'une prophétie, tandis qu'elle enroulait son écharpe en cachemire autour du cou de Marie. Antoine s'approcha lentement, frappé par la scène. Ce n'était pas la charité de sa fille qui l'étonnait, mais l'intuition avec laquelle elle avait reconnu dans cet inconnu quelque chose de précieux. Marie tenta de refuser les dons, mais sa voix se brisa. Elle n'avait pas mangé depuis 3 jours, et l'orgueil perdait la bataille contre la survie. L'histoire que Marie raconta par fragments, interrompue par des sanglots et la honte, peignait le tableau d'une injustice systémique. Jeune médecin, promesse de la chirurgie pédiatrique, elle avait commis l'erreur fatale de dénoncer le professeur Moreau pour harcèlement à l'hôpital Necker. Le système l'avait expulsée avec la précision d'une machine bien huilée. Fausses accusations, témoignages achetés, carrière détruite en 3 semaines. La famille l'avait répudiée pour la honte, le fiancé disparu, les amis volatilisés. Antoine prit une décision instantanée qui scandaliserait son milieu. Il appela son chauffeur et ordonna de préparer la suite d'invités dans l'hôtel particulier du 7e arrondissement. Marie protesta faiblement, mais Camille avait déjà tout orchestré, prenant la main de la femme avec la gauche et celle du père avec la droite, les unissant dans un geste qui n'admettait aucune réplique. Durant le trajet en Mercedes, le contraste était surréaliste. Marie aux pieds nus posée sur les sièges en cuir, Camille qui bavardait joyeusement de son nouveau projet de famille, Antoine qui observait dans le rétroviseur cette femme détruite mais encore digne. Quand Marie s'évanouit de malnutrition et d'hypothermie, Antoine la porta dans ses bras à l'intérieur avec une délicatesse qu'il n'avait pas montrée depuis la mort de Sophie. Le médecin de famille, appelé d'urgence, diagnostiqua ce qu'Antoine avait deviné. Non seulement malnutrition et début de pneumonie, mais des signes de violence récente. Quelqu'un avait battu Marie pour lui voler ses derniers centimes. La colère froide qui monta en Antoine ne s'était pas vue depuis la mort de sa femme. Mais ce fut Camille qui donna voix à ce que tous pensaient.
définissant Marie comme un ange tombé qu'il devait aider à retrouver ses ailes. Cette première nuit, tandis que Marie dormait en sécurité pour la première fois depuis des mois, Antoine veilla devant la cheminée avec Camille, endormie dans ses bras. Les paroles de sa fille résonnaient dans son esprit. Depuis que Sophie était morte d'un cancer du sein 2 ans plus tôt, il avait blindé son cœur en se concentrant uniquement sur le travail et Camille. Mais cette jeune femme, pieds nus, avait ouvert une fissure dans le mur qu'il avait construit, une fissure à travers laquelle filtrait une lumière oubliée. Le réveil de Marie, dans la suite de l'hôtel particulier du Bois, fut comme émerger d'un cauchemar dans un rêve impossible. Le contraste entre le luxe qui l'entourait et les mois de rue créait une dissonance cognitive qui la désorientait. Mais la voix joyeuse de Camille, qui frappait à la porte avec le petit déjeuner, l'ancra à la réalité de ce miracle inattendu. Dans les jours suivants, tandis que Marie récupérait ses forces physiques, son histoire complète émergea comme une mosaïque d'injustice. Fille d'ouvrier de Montreuil, elle avait escaladé la montagne sociale par ses seules forces. Bourse d'études, nuit de travail pour se maintenir, 6 années consécutives comme major de promotion. Le poste dans l'équipe du professeur Moreau à Necker avait été le couronnement de sacrifices infinis. Moreau avait tout détruit un soir de juin. L'agression dans son bureau, la dénonciation courageuse de Marie, puis la machine à broyer qui s'était mise en marche. Le professeur avait des connexions partout, politique, magistrature, médias. Marie fut accusée d'avoir falsifié des documents, volé des médicaments, d'instabilité mentale. Le père, humilié par la fille qui avait séduit le professeur, l'avait chassée de la maison. La mère, soumise, n'avait pas osé s'opposer. Le fiancé avocat l'avait quitté pour ne pas compromettre sa carrière. Antoine écoutait avec une fureur croissante mais contrôlée. Il connaissait Moreau. Ils avaient dîné ensemble lors d'événements caritatifs. L'homme était considéré comme intouchable, mais Antoine Dubois n'était pas n'importe qui. Il était le roi de l'immobilier parisien, avec des contacts qui allaient jusqu'à l'Élysée et au-delà. Le détective privé le plus cher de Paris fut chargé de fouiller le passé de Moreau. Pendant ce temps, Antoine observait avec des yeux nouveaux cette femme que le destin avait amenée dans sa vie. Ce n'était pas seulement la beauté naturelle qui émergeait maintenant que Marie était nourrie et reposée. C'était la façon dont elle interagissait avec Camille, comblant naturellement ce vide maternel avec une douceur qui étonnait tout le monde. Marie passait des heures avec l'enfant, l'aidant pour les devoirs, lui enseignant de petites notions de médecine transformées en jeux, lisant des contes avec des voix différentes pour chaque personnage. Le personnel de la maison notait comment Camille, qui faisait des cauchemars récurrents depuis 2 ans, dormait maintenant paisiblement. Comment elle souriait davantage, riait avec cette spontanéité qu'elle avait perdue avec sa mère. Le tournant arriva, quand Camille tomba malade avec une forte fièvre. Marie se transforma en force de la nature, veillant l'enfant 3 nuits durant, utilisant ses connaissances médicales avec un dévouement qui allait au-delà du devoir. Antoine la trouva à 4 heures du matin chantant doucement la même berceuse que chantait Sophie, une chanson que Camille avait dû lui apprendre durant leurs après-midi ensemble. Ce fut à ce moment, voyant Marie bercer sa fille fiévreuse avec un amour maternel authentique, qu'Antoine comprit qu'il était tombé amoureux. Ce n'était pas de la gratitude ou une proximité forcée. C'était la reconnaissance d'une âme sœur, de quelqu'un qui avait connu la douleur et l'avait transformée en compassion, plutôt qu'en amertume. Le détective revint avec des résultats explosifs. Marie n'était pas la première victime de Moreau. 5 internes, au cours des 10 dernières années, avaient subi le même traitement. 2 s'étaient suicidés. 3 avaient disparu dans le néant du chômage et de la honte. Antoine avait maintenant les preuves, les témoignages, les documents pour détruire Moreau. Mais surtout, il avait la certitude que Marie méritait justice, et bien plus encore. La guerre contre le système corrompu commença avec une précision chirurgicale. Antoine ne chercha pas une vengeance émotionnelle, mais une justice systématique.
Chaque mouvement était calculé pour un impact maximum. D'abord l'épreuve au bon journaliste, puis la pression politique à travers les contacts. Enfin, l'action légale coordonnée avec les autres victimes protégées par l'anonymat. La conférence de presse au Plaza Athénée fut un séisme qui ébranla les fondations du système médical parisien. Antoine parla non seulement comme entrepreneur puissant, mais comme père veuf qui avait vu le système échouer 2 fois. D'abord avec sa femme Sophie, morte aussi à cause de diagnostics retardés par des médecins plus intéressés par le pouvoir que par les patients, puis avec Marie, brillante promesse détruite pour avoir osé dénoncer un abus. L'exposition publique de Moreau fut méthodique et dévastatrice. Les témoignages des 5 victimes précédentes, vérifiés et documentés, peignaient un tableau d'abus systématique durant une décennie. Marie était assise au premier rang, avec Camille, qui lui serrait la main, les larmes silencieuses coulant sur son visage, tandis que la vérité émergeait enfin à la lumière. L'effet domino fut immédiat. Moreau fut suspendu, puis arrêté. D'autres médecins trouvèrent le courage de dénoncer des abus qu'ils avaient vus ou subis. Une vague de nettoyage traversa non seulement Necker, mais d'autres hôpitaux parisiens. Le doyen de la Sorbonne, sous pression médiatique et avec les preuves accablantes de l'innocence de Marie, non seulement la réhabilita, mais lui offrit une spécialisation payée en pédiatrie, le rêve qu'elle avait toujours cultivé. Mais tandis que le monde extérieur applaudissait cette victoire de la justice, dans l'hôtel particulier Dubois se jouait un drame plus intime. L'attraction entre Antoine et Marie était devenue impossible à ignorer. Les dîners étaient devenus des moments de conversation profonde. Les soirées se concluaient par de longues discussions sur les livres, la médecine, la philosophie. Marie montrait une culture et une intelligence qui fascinaient Antoine, tandis qu'il révélait une sensibilité et une profondeur que le monde des affaires ne connaissait pas. Ce fut Camille, avec son innocence désarmante, qui catalysa l'inévitable. Durant un dîner, observant les 2 adultes qui échangèrent des regards en pensant ne pas être vus, l'enfant posa la question que tous évitaient. Sa logique enfantine était imparable. Ils s'aimaient, ils étaient heureux ensemble, elle avait besoin d'une maman. Les mathématiques émotionnelles d'une enfant de 7 ans tranchaient à travers toutes les complications sociales. La conversation qui suivit ce soir-là, après que Camille fut couchée, se déroula dans le salon avec Paris, illuminé au-delà des baies vitrées. Marie confessa son amour, mais aussi ses peurs, le fossé social, la dette de gratitude, la crainte d'être vue comme une arriviste. Antoine l'interrompit avec un baiser qui valait plus que 1000 explications, suivi de mots que Marie se rappellerait toujours sur le salut réciproque qu'il s'était offert. Mais le tout Paris n'était pas prêt pour ce conte de fées moderne. Quand la nouvelle de la relation filtra, les attaques furent féroces et coordonnées. Tu aimes cette histoire Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Les tabloïds publièrent des photos de Marie de ses mois de sans-abri avec une cruauté chirurgicale. La mère d'Antoine, matriarche du 16e arrondissement, convoqua Marie pour un entretien qui fut une tentative d'humiliation calculée. L'offre d'1 million d'euros pour disparaître fut refusée avec une dignité qui surprit même la vieille Madame Dubois. Le moment décisif arriva durant le dîner de Noël chez la grand-mère. Camille, avec le courage des enfants qui voient la vérité au-delà des conventions, se leva devant toute la famille réunie et fit un discours qui laissa tout le monde muet. Elle parla de maman au ciel qui avait envoyé Marie, de l'amour vrai qui ne s'achète pas, de sa décision de choisir Marie, même si le monde entier était contre. L'enfant prit ensuite la main de Marie et la conduisit hors de la table, suivi par Antoine. Le message était clair, leur famille contre le monde, si nécessaire. Le choix était fait et n'admettait aucun compromis. La nouvelle année apporta des tempêtes qui mirent à l'épreuve la solidité de cette famille naissante. Le père de Marie, Jacques Lefebvre, apparut avec un avocat menaçant de révéler des informations compromettantes s'il ne recevait pas 5 millions d'euros. Le chantage était ignoble. Il menaçait de rendre publique la tentative de suicide de Marie durant les mois de rue, la peignant comme mentalement instable.
La situation dégénéra quand Moreau, en résidence surveillée, orchestra sa vengeance depuis l'ombre. Des photos authentiques mais décontextualisées de Marie durant sa période de sans-abri émergèrent, fouillant dans les poubelles, dormant à la gare, acceptant 20 € d'un homme dans une ruelle. Les tabloïds explosèrent avec des titres féroces insinuant la prostitution. Marie prépara ses valises pour partir, convaincue de devoir protéger Camille et Antoine de cette boue. Mais quand elle tenta de s'éclipser à l'aube, elle trouva Camille, assise dans l'escalier avec sa propre valise, déterminée à la suivre partout. La scène qui suivit, l'enfant refusant de laisser partir Marie, Antoine déchirant les lettres d'adieu, consolida définitivement leur lien. Antoine réagit avec une contre-offensive médiatique brillante. Au lieu de se défendre, il attaqua le système qui permettait à des gens comme Marie de finir dans la rue. Il montra les statistiques des sans-abri diplômés, l'échec de l'aide sociale, l'hypocrisie d'une société qui juge les victimes au lieu de les aider. L'annonce de la fondation Sophie & Marie, avec une dotation initiale de 20 millions, transforma le récit de scandale en inspiration. Mais le coup le plus dur restait à venir. Lors d'un gala hospitalier, Moreau apparut et révéla publiquement le dernier secret. Marie avait été enceinte quand elle s'était retrouvée à la rue et avait perdu l'enfant à cause de la malnutrition. L'effondrement émotionnel de Marie fut total, mais Antoine la souleva dans ses bras et l'emporta devant tout Paris dans un geste qui devint symbolique de protection absolue. Cette nuit-là, tandis que Marie pleurait le deuil jamais élaboré de l'enfant perdu, Antoine et Camille l'entourèrent d'un amour qui ne demandait rien en retour. Camille, avec une sagesse impossible pour son âge, parla de l'enfant comme d'un ange qui veillait sur eux, la raison pour laquelle ils s'étaient trouvés. Ces mots simples commencèrent le processus de guérison que Marie n'avait jamais pu affronter seule. Le procès de Moreau devint l'affaire de l'année. Marie témoigna avec courage, soutenue chaque jour par la présence d'Antoine et Camille, au premier rang. Quand la sentence de 15 ans fut prononcée, Marie n'exulta pas. Elle se tourna simplement vers sa nouvelle famille et murmura qu'il pouvait maintenant vraiment commencer à vivre. La demande en mariage d'Antoine arriva ce soir-là, spontanée et parfaite dans sa simplicité. Pas à genoux avec une bague de conte de fées, mais assis tous les trois sur le canapé avec Camille qui sautait de joie, ayant déjà planifié chaque détail de sa robe de demoiselle d'honneur. L'annonce des fiançailles déclencha une guerre qui divisa Paris en deux camps. La vieille garde de la haute société voyait l'union comme un scandale impardonnable, tandis qu'une nouvelle génération y lisait une histoire d'amour qui transcendait les barrières sociales. La mère d'Antoine intensifia son opposition avec des menaces concrètes, déshéritement, retrait du contrôle de l'entreprise familiale, même une bataille légale pour la garde de Camille, citant l'environnement inadapté. L'ultimatum fut brutal dans sa simplicité. Marie ou l'Empire. Antoine n'hésita pas. Devant le conseil d'administration convoqué d'urgence, il déposa sa démission avec des mots qui deviendraient légendaires dans les milieux entrepreneuriaux parisiens. Il avait déjà perdu une épouse sur l'autel du succès. Il ne perdrait pas l'amour une seconde fois pour de l'argent qu'il ne pouvait emporter dans la tombe. Mais Marie ne pouvait accepter qu'Antoine sacrifie tout pour elle. Le conflit intérieur la tourmentait. Comment pouvait-elle être la cause de la ruine de l'homme qu'elle aimait? La réponse vint du soutien inattendu des employés clés de Dubois Immobilier, qui menacèrent de démission en masse, et des clients historiques qui déclarèrent leur fidélité à Antoine, pas à l'entreprise. En 48 heures, la vieille Madame Dubois dut céder. Le coup de théâtre le plus dramatique arriva, quand 10 femmes, inspirées par l'histoire de Marie, se manifestèrent avec leurs témoignages d'abus dans le système médical parisien. Marie était devenue involontairement un symbole, et son histoire avait ouvert une boîte de Pandore que personne ne pouvait plus refermer. L'opinion publique vira décidément en sa faveur. Durant le procès de Moreau, chaque audience voyait la salle bondée de supporters. Quand Marie témoigna, le silence était tel qu'on entendait seulement le froissement de la greffière. Sa dignité en racontant les horreurs subies, son insistance pour ne pas diaboliser,
mais demandait des changements systémiques, conquis même les plus sceptiques. Mais ce fut le témoignage de Camille qui fut décisif dans l'opinion publique. L'enfant, appelé à parler de la période où Marie était entrée dans leur vie, décrivit avec des mots simples comment la tristesse avait disparu de leur maison, comment papa avait recommencé à sourire, comment elle avait retrouvé une maman. Aucune rhétorique, juste la vérité d'une enfant qui avait vu l'amour vaincre le préjugé. La condamnation de Moreau, 15 ans pour agression sexuelle en série et abus de pouvoir, fut accueillie par des applaudissements dans la salle. Mais Marie ne célébra pas. Elle se tourna vers Antoine et Camille et dit simplement qu'ils pouvaient maintenant construire leur avenir sans ombre. Le mariage fut fixé pour le printemps, non pas à Notre-Dame comme le prétendait la société parisienne, mais dans une petite église de Montreuil, le quartier ouvrier où Marie avait grandi. Un geste symbolique puissant. Ne pas oublier les origines, ne pas renier le passé, construire l'avenir sur l'authenticité. Le jour du mariage, Paris s'éveilla sous un soleil printanier qui semblait bénir l'union impossible. La petite église Saint-Pierre de Montreuil débordait non pas de VIP et de caméras, mais de vraies personnes, anciens SDF aidés par la Fondation, collègues médecins qui avaient soutenu Marie, employés fidèles d'Antoine, et surtout Camille, radieuse dans son rôle de demoiselle d'honneur et architecte émotionnel de cette union. Marie marcha vers l'autel seule, ayant refusé l'offre hypocrite de son père. Mais elle n'était pas seule. Chaque pas était accompagné de sourires de gratitude de ceux qu'elle avait aidés ou qui l'avaient aidée. Quand elle atteignit Antoine, il avait les larmes aux yeux et ne s'en cachait pas. Le moment le plus touchant vint quand la mère d'Antoine se leva pendant la cérémonie. Tous retinrent leur souffle craignant une dernière opposition. Mais la femme s'approcha de Marie et d'une voix brisée demanda pardon. Elle avait vu l'amour vrai, avait compris que Sophie aurait été heureuse. Elle lui tendit le voile de mariée de Sophie, que Marie porta avec des larmes de gratitude et de réconciliation. Camille lut une lettre qu'elle avait écrite, parlant de familles brisées qui deviennent entières, d'anges qui envoient d'autres anges, de cœurs d'enfants qui savent des choses que les adultes oublient. Il n'y eut pas un œil sec dans l'église quand elle conclut en disant qu'ils étaient maintenant complets. Un an plus tard, l'hôtel particulier Dubois accueillait une autre célébration. Marie était enceinte de jumeaux et Camille était en extase à l'idée de devenir grande sœur double. La grossesse fut difficile. Les traumatismes du passé, la malnutrition subie avaient laissé des traces. Mais Camille se transforma en petite assistante de Marie, créant un lien encore plus profond. Les jumeaux, Sophie et Louis, naquirent une nuit de novembre, presque un an jour pour jour après la rencontre à l'arrêt de bus. Quand Antoine les tint pour la première fois, avec Camille qui caressait leur petite tête et Marie qui souriait épuisée mais radieuse, le cercle se ferma. La famille impossible était devenue réalité. La fondation Sophie and Marie était entre-temps devenue un modèle national. 3 centres d'accueil, des dizaines de bourses d'études, des centaines de personnes sauvées de la rue. Marie partageait son temps entre l'hôpital, où elle était devenue une pédiatre respectée, et la fondation, où son expérience directe faisait la différence. 5 ans après ce jour à l'arrêt de bus, la famille s'était encore agrandie. Un 4e enfant était en route. Camille était une adolescente sage qui parlait d'ouvrir des centres dans le monde entier pour réunir enfants seuls et parents seuls. Lors d'un dîner ordinaire, avec les jumeaux qui barbouillaient et Camille qui aidait, la famille semblait peinte par un artiste de la normalité extraordinaire. La photo encadrée dans le couloir capturait le moment initial. Marie pieds nus et tremblante. Camille qui tendait le déjeuner. Antoine en arrière-plan. En dessous, l'écriture enfantine de Camille d'alors, le jour où notre famille a commencé. Ce soir-là, tandis que la neige recommençait à tomber sur Paris, Marie regardait depuis la fenêtre l'arrêt de bus où tout avait commencé. Antoine l'enlaça par derrière pendant que les enfants dormaient. Pas besoin de mots pour exprimer le miracle qu'ils vivaient chaque jour. Camille, maintenant adolescente, avait ajouté des personnages supplémentaires à la crèche familiale. Une femme pieds nus qui trouvait refuge, une enfant qui tendait la main, un homme qui ouvrait sa maison.
car les miracles, avait-elle compris, ne descendent pas du ciel complètement formés. Ils naissent de simples gestes de compassion, d'enfants qui voient au-delà des apparences, d'adultes qui trouvent le courage d'aimer au-delà des conventions. La Fondation a aujourd'hui sauvé plus de 1000 personnes. Marie est chef de service en pédiatrie. Antoine a transformé son empire en modèle d'entreprise sociale. Mais quand on demande à Camille son plus grand succès, elle répond toujours de la même façon, avec la simplicité qui avait tout changé. Elle avait trouvé une maman pour elle et une maison pour Marie. Et dans cette simplicité désarmante réside toute la vérité de l'amour. Il ne calcule pas, ne mesure pas, ne discrimine pas. Il voit une âme qui a besoin et une autre qui peut donner, et les unit. Même si l'une est pieds nus dans la neige et l'autre voyage en Mercedes, car au final, comme l'avait compris une enfant de 7 ans, nous cherchons tous la même chose. Quelqu'un qui nous dise « Tu as besoin d'une maison et moi j'ai besoin de toi ». Le miracle n'avait pas été la rencontre. Le miracle avait été le courage de transformer cette rencontre en famille, de choisir l'amour au-delà de toute logique sociale, de croire qu'une enfant pouvait voir plus clairement que tous les adultes aveuglés par les conventions. L'arrêt de bus près du Trocadéro est toujours là, témoin silencieux qu'un geste de compassion enfantine peut réécrire des destins entiers. Et chaque hiver, quand la neige tombe sur Paris, la famille Dubois-Lefebvre se souvient que les plus beaux cadeaux arrivent parfois pieds nus dans le froid, attendant qu'un cœur d'enfant les reconnaisse. Mettez un like si vous croyez que les enfants voient l'amour plus clairement que les adultes. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché le cœur. Partagez avec ceux qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui prouvent qu'un geste de bonté peut changer des destins entiers.